Le code de la commande publique constitue le socle réglementaire d'un marché public. En application du principe de transparence des procédures, le règlement propre à chaque consultation vient s'y rajouter. Il constitue une pièce essentielle du dossier de consultation. Voici les principaux chapitres d'un règlement de consultation. C'est en quelque sorte la règle du jeu qui s'impose à tous les candidats en vertu du principe d'égalité de traitement des candidats. De nombreuses mentions sont obligatoires et viennent répéter et compléter les informations déjà disponibles dans l'avis de publicité. L'esprit d'un règlement de consultation répond aux questions suivantes. Quelles sont les caractéristiques principales du marché? Quelles sont les conditions et modalités de participation? Sur quels critères la décision d'attribution sera-t-elle prise? Les candidats doivent être sensibilisés sur l'aspect contraignant de ce document. En effet, le non-respect des consignes entraîne un rejet de la candidature ou de l'offre. Lorsqu'ils ouvrent le dossier de consultation, beaucoup de candidats ont le défaut de foncer sur le cahier des charges et ont tendance à négliger le règlement de consultation. Même si leur proposition est très compétitive, leur candidature peut être rejetée pour non-conformité. Dans ce cas, tout le monde est perdant, y compris l'organisme public qui se prive d'une bonne réponse. Voici ci-après les chapitres essentiels d'un règlement de consultation. L'identité du pouvoir adjudicateur, ses coordonnées postales, la mention du caractère conjoint de la consultation s'il y a lieu, mais également la date et l'heure précise à laquelle l'offre doit être remise, et enfin la mention rappelant que les soumissionnaires doivent déposer leur offre et candidature uniquement par voie dématérialisée. La dématérialisation est obligatoire depuis le 1er octobre 2018. Cette mention peut donc paraître un peu désuète. Néanmoins, elle rappelle que la dématérialisation des offres est obligatoire. Toute offre remise sous format papier, dans le même temps, sera rejetée. Nous allons maintenant aborder les différents chapitres dans le détail. Tout d'abord, il y a le préambule, qui est un chapitre facultatif. Néanmoins, il a le mérite d'informer les candidats sur le contexte et les enjeux de l'achat objet du marché. Pour un nouveau projet, le préambule permettra aux candidats de bien comprendre les intentions de l'organisme public. Ensuite, il y a l'objet de la consultation qui est très important. La description de l'ouvrage doit être la plus précise possible, fourniture ou service. La mention indiquant que le marché comprend un lot unique ou plusieurs, la décomposition de la consultation avec la désignation de chacun des lots, le lieu d'exécution, le montant des marchés, la forme des prix, unitaires ou forfaitaires, et enfin la nomenclature de référence qu'on appelle aussi code CPV, éventuellement lot par lot. Concernant le code CPV pour Common Procurement Vocabulary, qui signifie vocabulaire commun pour les marchés publics de l'Union européenne, il a été mis en place au niveau européen. Il s'agit d'un système de classification pour les marchés publics de l'Union européenne obligatoire depuis le 1er février 2006. Vous trouverez des exemples de codes à ma droite. Le CPV améliore la transparence des marchés publics soumis aux directives communautaires et vise à standardiser les références utilisées pour décrire l'objet d'un marché. Il y a également la mention concernant le montant du marché et sa décomposition en lots qui est importante mais pas obligatoire. Attention, montant et seuil sont des notions très différentes. Le seuil est la frontière au-delà duquel une procédure formalisée est appliquée. Le montant a un caractère estimatif et constitue une évaluation de bonne foi faite par l'acheteur de ce qu'il compte dépenser. Le montant annoncé correspondant à la durée du marché et non pas à une année calendaire. Un marché estimatif de 300 000 € sur 3 ans, soit 100 000 € d'estimation par an, si la consommation est régulière par exemple. Pour calculer le montant, l'acheteur se basera sur des pratiques de consommation antérieures et ou les résultats de son sourcing. Il est seul juge de son mode de calcul. Attention, le montant annoncé ne constitue pas un engagement de la part de l'organisme public et a pour seul but d'informer les candidats afin qu'ils présentent leur meilleure offre par rapport au volume prévisible. Dans les marchés à bon de commande, il est souvent fait mention d'une fourchette avec un montant minimum et maximum. Le montant minimum est automatiquement dû en fin de marché, même si les commandes n'ont pas atteint ce seuil. Pour éviter ce risque, on peut très bien se contenter d'indiquer seulement un montant maximum estimatif. Souvent, la valeur maximum est égale à 4 fois le minimum. Concernant l'organisation de la consultation, elle doit faire apparaître la procédure applicable, le type de contrat, accord cadre mono ou multi-attributaire, marché à tranche. Les dispositions relatives au groupement, avec souvent l'autorisation de présenter sa candidature en tant que groupement et l'interdiction de participer à plusieurs groupements. Le délai de validité des offres, en général 120 jours minimum, maximum 180 jours, les variantes autorisées ou pas et les modifications de la consultation. Les modifications du marché sont possibles à 2 conditions. Il faudra que l'objet du marché ne soit pas dénaturé et que cette disposition soit écrite dans le règlement de consultation. Les candidats sont informés en même temps de la modification. Il est d'usage de rajouter des jours au délai initial pour permettre aux candidats de revoir leur offre en fonction de cet événement. Dans la même idée, il est indiqué que le règlement a une date limite de modification comme 4 à 7 jours avant la date limite de réception des offres. Concernant la visite sur site,
Il faut savoir que dans de nombreux marchés, comme les travaux, la maintenance, etc., le candidat aura du mal à proposer une offre adaptée s'il ne s'est pas rendu compte sur place de la situation des contraintes auxquelles il aura à faire face pour rédiger une bonne offre. C'est la raison pour laquelle les visites de sites sont rendues obligatoires. Cette mention apparaît dans le règlement de consultation. L'entreprise devra s'y soustraire, faute de quoi sa candidature sera rejetée. Le chapitre Échange avec les candidats doit préciser que le seul média utilisé est la plateforme et non pas le mail ou le téléphone. Pour assurer une parfaite égalité de traitement des candidats, les questions et réponses sont portées à la connaissance de tous. Enfin, comme pour les modifications, un délai maximum est indiqué, par exemple 5 jours avant le dépôt, au-delà duquel les questions ne peuvent pas être posées. Attention, si ce délai est respecté, l'acheteur a l'obligation d'apporter une réponse dans un délai raisonnable. La langue et la monnaie sont toujours uniquement en français et libellées en euros. Le chapitre sur le contenu du dossier de consultation doit récapituler toutes les pièces sans exception portées à la connaissance des candidats, ainsi que l'endroit où elles peuvent être récupérées, profil acheteur, plateforme, etc. Ces pièces doivent naturellement pouvoir être téléchargées gratuitement à partir d'un compte créé sur la plateforme nommément indiquée. Concernant le chapitre de présentation des candidatures et offres, avant la dématérialisation, on avait coutume de parler de première et de seconde enveloppe à remettre dans un seul pli par le candidat. Bien que dématérialisés, les documents à produire sont quasiment les mêmes. Les pièces sont attendues au titre de la candidature, la première enveloppe, et de l'offre, la seconde enveloppe. La candidature est constituée des DC1 et DC2, à remplir ou l'équivalent digitalisé qui s'appelle le DUM, document unique de marché européen. Bien que le DUM constitue un progrès puisque le candidat n'a pas à recommencer à chaque marché, il est d'usage de laisser le choix au candidat entre ces deux modes de candidature. La signature des documents n'est plus une obligation, il est nécessaire de le rappeler à ce stade. Cette commodité pour le candidat peut être mal interprétée, c'est pour cela qu'il est préférable de rajouter une mention de ce type. Par le seul fait de participer à la procédure de passation, le candidat s'engage à exécuter les contrats dans les conditions de son offre, que celle-ci soit signée ou non. Et s'il était retenu à l'issue de la procédure à signer le dit contrat, sans pouvoir se désister. Au titre de l'offre, les documents à produire par l'entreprise soumissionnaire unique ou le groupement sont le mémoire technique ou un cadre de réponse pré-rempli, l'acte d'engagement, le BPU qui est le bordereau de prix, le DQE, devis quantitatif estimatif ou le DPGF, décomposition du prix. Toutes ces pièces sont obligatoires, faute de quoi l'offre sera considérée irrecevable. Passons maintenant à un nouveau chapitre qui sera les conditions d'envoi et de remise d'offres. Comme pour le retrait du dossier de consultation, le dépôt s'effectue sur la plateforme choisie par l'acheteur. Dans ce chapitre, il est de bon ton de mettre en garde le candidat sur la nécessité d'anticiper la date de dépôt afin de s'organiser et se laisser une marge de temps et de préciser les formats de fichiers acceptés, .doc, XLS par exemple, et ceux proscrits comme le .zip. La réglementation impose de proposer une copie de sauvegarde qui est l'équivalent papier ou sur un support CD ou clé USB de la proposition déposée numériquement. La copie de sauvegarde doit également être remise dans les temps impartis. Elle n'est pas une offre de repêchage déposée après la date limite. Elle peut s'avérer utile si un virus infectait les fichiers déposés au point de ne pas pouvoir être exploité. C'est une précaution peu utilisée par les soumissionnaires du fait du travail supplémentaire qu'elle engendre. Nous allons donc maintenant passer au chapitre sur les critères de jugement des offres. L'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse au moyen de critères d'attribution. Ces critères, portés à la connaissance des candidats, sont bien entendu prépondérants dans la préparation et la rédaction de son offre. L'acheteur doit respecter les règles suivantes. Les critères doivent être objectifs, ils doivent être précis, les critères doivent être liés à l'objet du marché, les critères ne doivent présenter aucun caractère discriminant. Pour être en phase avec les objectifs de performance achat, on retrouve les critères suivants. Le prix, l'impact technique, l'impact environnemental, l'impact social. Les critères techniques, environnementaux et sociaux doivent être définis avec un maximum de détails en les déclinant en sous-critères. Les données doivent être objectives et vérifiables. Par exemple, indiquer comme critère la valeur technique est beaucoup trop flou. Il convient de le choisir sur une déclinaison de sous-critères, comme par exemple les caractéristiques esthétiques, les caractéristiques fonctionnelles, le caractère innovant, la qualité du service, les garanties apportées, les moyens mis à disposition, comment le candidat s'organise pour exécuter le marché, le nombre et la qualification des intervenants, une proposition de planning d'exécution détaillée. Concernant les critères environnementaux, ils doivent se justifier au regard de l'objet du marché et se baser sur des données précises. Comme pour le critère technique, les données doivent être objectives, vérifiables et précises, sans aller jusqu'à demander l'impact carbone du produit de la conception à la livraison. On peut juger par exemple
les moyens de transport choisis, le caractère recyclable du produit, la gestion des déchets, le critère prix reste évidemment un critère incontournable. Il est judicieux d'intégrer le coût de cycle de vie du produit. C'est à l'acheteur d'indiquer les données à fournir par les candidats afin de calculer le coût global du produit. On peut donc très bien dissocier, et c'est d'ailleurs conseillé, le prix d'acquisition et le coût d'utilisation sur la durée de vie du marché. Le dernier chapitre de ce module concerne la pondération des critères. En effet, une fois les critères et sous-critères établis, il convient de leur affecter un coefficient de pondération. Cette pondération est formellement exigée pour les procédures formalisées et conseillée pour les procédures adaptées. La communication des critères d'attribution, leur pondération sont des indices précieux donnés aux candidats pour comprendre les attentes de l'organisme public. En effet, quand le critère prix est supérieur à 60%, on a coutume de penser que l'organisme public achète principalement du prix. C'est malheureusement souvent le cas quand l'acheteur n'a pas mené une étude du besoin sérieuse et bien travaillé sur ses attentes. Le prix devient alors un critère refuge, faute de mieux, afin de départager les candidats sans contestation. Évidemment, cela se retournera contre lui, car moins la note technique est valorisée, moins les candidats auront à cœur de présenter des offres de qualité. Cela peut aussi même décourager certains candidats de valeur à soumissionner.